Court-circuit est aujourd'hui consacré à un écrivain, Marguerite Duras, qui est née en 1914. Nous célébrons le 100e anniversaire de sa naissance. Marguerite Duras, deux ouvrages sortent autour de son œuvre. D'abord, donc, les 2 derniers volumes de l'édition de la Pléiade de Marguerite Duras. Nous recevons les co-éditrices de cette Pléiade, Joëlle Pagès-Pindon et Christiane Blot-Labarrère, et par ailleurs Joëlle Pagès-Pindon préface le livre dit, un livre d'entretien avec Marguerite Duras autour de la question du cinéma, le sous-titre étant Entretien de Duras, film. Joëlle Pagès-Pindon, bonjour. Christiane Blot-Labarrère, donc nous sommes très heureux de vous accueillir à Court-circuit. Nous vous avions reçu déjà pour parler l'une et l'autre de Marguerite Duras. Alors, il y a différents événements autour de la célébration du 100e anniversaire de Marguerite Duras, notamment dans une bibliothèque parisienne. Joëlle, vous êtes en quelque sorte le maître d'œuvre de cette exposition. Voilà, donc en fait, Paris Bibliothèque a organisé pour le centenaire Duras dans quasiment toutes les bibliothèques parisiennes des événements plus ou moins importants. Ce qu'ils appellent le temps fort du centenaire, c'est dans la bibliothèque qui porte le nom de l'écrivain, la bibliothèque Marguerite Duras, dans le 20e arrondissement. Et donc, parmi ces temps forts, différentes projections, conférences, rencontres, a été organisée effectivement une exposition dont je suis le commissaire, intitulée Lieux de Marguerite Duras, de l'Indochine à la rue Saint-Benoît. Voilà, et en 2 mots, cette exposition est particulière pour 2 raisons. D'une part, parce qu'elle est fondée essentiellement sur la collection du fils de l'écrivain, Jean Mascolo, à la fois les photographies qu'il a prises en tant que photographe de plateau sur les tournages de sa mère, et puis bien sûr la collection de ses archives familiales. Et puis les autres clichés, ce sont des clichés pris par des proches. Donc c'est une façon d'aborder Duras, non pas par des photographes extérieurs, mais par des gens qui l'ont côtoyé. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'on a à peu près un tiers de clichés qui sont inédits, voilà, qu'on n'a jamais vus sur les grands lieux qui l'ont inspiré et qu'elle a habité. Alors il s'agit donc d'un travail de transmission pour les nouvelles générations, pour les jeunes générations, pour leur donner à découvrir Marguerite Duras, un écrivain, mais alors donc par la photographie et par l'entrée du cinéma, puisque Marguerite Duras était également donc cinéaste, nous en parlerons. Alors je me tourne à nouveau vers vous, Christiane Blot-Labarrère, puisque cette question donc de la vie de Marguerite Duras, vous l'avez aussi pris en charge tout récemment pour accompagner donc l'édition de la Pléiade. Vous avez donc rédigé l'album Duras, c'est-à-dire des éléments biographiques de Marguerite Duras qui sont accompagnés de magnifiques photographies ou de magnifiques documents, des manuscrits de Marguerite Duras où on voit sa plume, et puis donc d'autres textes, des lettres qui ont pu lui être adressées. Alors vous retracez dans cet album Duras publié par les éditions Gallimard pour accompagner donc les 4 volumes de la Pléiade réunie sous la direction de Gilles Philippe. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur Marguerite Duras, vous avez assisté à participer à de nombreux colloques universitaires sur Marguerite Duras, vous êtes spécialiste de Marguerite Duras. Alors, vous en êtes venu aussi à cette question de la biographie aujourd'hui pour accompagner l'œuvre de Gilles Philippe. Oui, le travail de la Pléiade. Je dirais un petit peu contre mon gré. C'est-à-dire qu'il fallait se plier à la règle. Un album, quel qu'il soit, un album qui accompagne les œuvres d'un auteur est généralement fondé strictement, à peu près tous, sur sa vie. Et on peut même ajouter aussi ce détail qui se trouve sur la couverture du coffret. Il est présenté comme iconographie choisie et commentée par X, Y ou Z. Et donc, n'étant pas du tout biographe, mais étant essayiste, j'ai essayé de tirer un peu les choses vers d'autres voies d'accès. C'est-à-dire que
Bien entendu, j'ai respecté les éléments biographiques, mais j'ai aussi essayé de temps en temps de m'arrêter sur quelques œuvres. C'est des œuvres qui me paraissaient importantes pour que ça ait davantage l'allure d'un petit essai, je le dis très modestement, plutôt que du simple récit d'une vie, puisqu'il y a déjà de très nombreuses et très belles biographies pures consacré à Marguerite Duras. Effectivement, nous connaissons vos travaux donc, sur Marguerite Duras, donc un très bel essai donc, publié au Seuil, la collection les Contemporains, Marguerite Duras. Et puis vous avez aussi, Christiane Lola-Barrère, dirigé donc, le cahier de Lerne consacré à Marguerite Duras. Oui. Avec Bernard Alazé. Avec Bernard Alazé. Qui a été un travail assez important, je crois, parce que pour la première fois, nous pouvions avoir accès aux archives et publier des textes qui étaient inconnus et qui, si je ne me trompe pas, vont reparaître pour quelques-uns, rassemblés dans un petit cahier aux éditions de Lerne. D'accord. Alors, texte de Duras. Alors pour l'heure, nous retrouvons donc à nouveau aujourd'hui donc autour de l'œuvre de Marguerite Duras, donc suite à l'édition, à l'entrée de Marguerite Duras dans la collection de la Pléiade chez Gallimard. Alors c'est encore une consécration, mais alors une consécration posthume pour Marguerite Duras. Donc là, c'est par excellence un peu dans le milieu de l'édition, donc le sacre d'un auteur, d'un écrivain. Mais cette consécration, elle est arrivée donc dès son vivant, Marguerite Duras. Donc, alors on pourrait peut-être proposer pour les nouvelles générations donc une date, 1984, la publication de L'Amant, qui a été donc une sorte de renouveau, hein, de retrouvailles donc avec Marguerite Duras après des années un peu de solitude et d'isolement, d'isolement, même si les années 70 ont été magnifiquement consacrées par elle au travail de cinéaste. Hein, nous y reviendrons. Alors 1984 avec la publication de L'Amant. Alors entrons directement dans l'œuvre de cet écrivain. L'Amant, comment avez-vous reçu l'une et l'autre, Christiane et Joël, donc cette œuvre, L'Amant? Alors d'abord, pour dire effectivement, comme vous l'indiquiez, L'Amant 84, c'est une date peut-être moins dans l'œuvre de Duras, parce qu'il me semble que profondément, il y a une continuité entre ce qui précède L'Amant et puis L'Amant et ce qui va suivre. C'est plus une rupture dans l'image acquise par Duras avant, mais c'était un écrivain difficile, un écrivain un peu pour un lectorat d'élite, y compris d'ailleurs avec son cinéma. Et puis d'un coup, avec L'Amant, elle devient, c'est un best-seller, donc elle devient aussi un auteur à succès et en même temps un personnage assez controversé. Elle se met en scène, apostrophe, c'est un peu l'apothéose de cette mise en scène, ce show Duras face à Pivot. Et c'est plutôt ça qui change, parce qu'après l'image de Duras va changer. Mais moi, il me semble, je ne sais pas ce qu'en pense Christiane, mais que L'Amant, c'est vrai, on peut l'approcher par toutes sortes de moyens. Donc il y a un lectorat qui n'était pas du tout durassien et qui n'est pas porté sur les œuvres difficiles, qui va aimer ce côté, ce mythe, la petite blanche avec le chinois. Et puis il y a profondément quand même l'univers à la fois de l'écriture, de l'imaginaire durassien pour ceux qui l'aimaient déjà avant. Il me semble que L'Amant, c'est une date plus pour l'image du personnage que par rapport à l'œuvre. Oui, je vais tout à fait dans le sens de la pensée de Joël. Je pense que pour quelqu'un qui a lu Duras du début à la fin, toute son œuvre, ça n'est pas spectaculaire. En revanche, du point de vue de l'image, je vais répéter ce que Joël vient de dire, il y a eu, à ce moment-là, me semble-t-il, une fracture aussi, ce sont les retombées, une fracture entre les amateurs, les inconditionnels, qui ont jugé que c'était une œuvre un peu facile, paradoxalement, d'autres personnes qui ne l'aimaient pas, qui l'ont découverte à ce moment-là,
et d'autres qui, l'ayant toujours rejetée, ont continué de la rejeter. Car aussi étrange que ça puisse paraître, elle est toujours, maintenant encore, alors que les représentations, les présentations de lecture, etc., enfin tous ces événements, tout cela ne modifie en rien la haine que certains peuvent lui porter. C'est ce qui me fascine toujours, la haine ou l'indifférence. Donc, si je peux dire ainsi, l'amant n'a fait qu'accentuer des clivages. Alors ces clivages, dans l'œuvre. Ces clivages, Christiane Bleu-Labarrère, vous les évoquez dès les premières pages de votre album que vous consacrez à Marguerite Duras, justement, donc à ces oppositions qui partagent et qui oppose donc les différents lecteurs de Marguerite Duras. Alors revenons justement sur l'amant. Alors vous l'avez dit à l'une et l'autre, Joël et Christiane. Donc il y a une question d'image qui se joue. Alors même s'il n'y a pas un changement fondamental pour les lecteurs, pour les habitués, pour les spécialistes de l'œuvre de Marguerite Duras, pour les nouveaux lecteurs, justement en 84, il y a quelque chose de fascinant qui se joue, puisque tout ce texte commence par la description du visage de l'écrivain, du visage de l'auteur. Peut-être que l'amant avait eu d'abord un autre titre autour de la question de la photographie. Oui, l'image absolue. La photographie absolue, oui, ou l'image absolue. Et le début du texte est très beau. D'ailleurs, Gilles Philippe le rappelle dans la préface qu'il propose donc, aux 4 volumes de la Pléiade. Duras écrit « Un jour, j'étais âgé déjà dans le hall d'un lieu public. Un homme s'est approché de moi, il s'est fait connaître et il m'a dit « Je vous connais depuis toujours, mais j'aimais moins le visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant, dévasté. » Alors donc, on dit que c'était le frère de Prévert. Oui, on dit que c'était le frère de Prévert qui aurait rencontré Duras donc dans ce hall d'un lieu public. Elle le dit elle-même, je crois, à un moment donné, Marguerite Duras. Alors il y a donc quelque chose aussi d'assez audacieux de la part de Marguerite Duras qui, dans les années 80, est déjà, je ne sais pas, elle a 60... je ne sais pas quel âge elle a. Elle a 60 ans, puisqu'elle est née en 14... 70 ans, je veux dire, oui. Puisqu'elle est née en 14. Voilà, donc c'est un pari audacieux donc, de l'écrivain qui se met en avant, d'abord donc, par ce visage, et qu'elle décrit elle-même comme dévastée, mais dont elle fait aussi donc, un beau tableau, et c'est ce visage de Duras qu'on va longtemps garder dans ces années-là. Oui, c'est vrai que on revient à cette question de l'image. Duras se met en scène, mais il me semble que l'amant, puisqu'au départ c'était quand même un projet même familial, puisqu'au départ c'était l'album de photographies que son fils avait constitué avec les photographies familiales et qu'elle devait commenter. Et puis très vite il s'est avéré que ces commentaires prenaient de l'ampleur, et donc on a évacué, hélas pour Jean Mascolo, puisque du coup il n'a plus été partie prenante évidemment de ce qui est devenu l'amant, et c'est uniquement l'écriture qui a dominé, mais malgré tout on garde, même si le titre a failli être la photographie absolue ou l'image absolue, c'est-à-dire celle qui n'existe pas, qui n'existe que par l'écriture, que par le manque, malgré tout le point de départ était une relation, on peut dire de dialogue avec l'image, avec la photographie. Bon, et moi il se trouve qu'ayant édité les lieux de Marguerite Duras, je crois qu'il y a là quelque chose de profond. Quand Michel Porte, en 1976, choisit de faire un portrait de l'écrivain à travers ces lieux, donc en la filmant, ce sera très important pour Duras, parce qu'elle se verra comme une autre à travers le portrait filmé qu'en fait Michel Porte. Et là, il y aura une voix, VOIE pour elle, d'approcher ce qu'elle est par l'image qu'elle donne. Alors donc vous évoquiez précédemment, Joël, l'émission Apostrophe avec Bernard Pivot, où elle parle spécifiquement de l'amant qui obtient le prix Goncourt. Alors il y a une très belle reproduction aussi de ce face-à-face entre l'écrivain et le journaliste de télévision, Bernard Pivot. Dans l'album Duras que vous publiez, Christiane Bleu-Labarrère, très belle photographie donc, où il y a un face-à-face dans cette émission donc, un peu canonique des années 80.
sur la littérature, sur le service public. Et bien Bernard Pivot donc avait l'habitude d'avoir plusieurs invités autour de lui. Et là donc il consacre une émission spéciale à Marguerite Duras. Christiane, donc dans cette émission, je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, Christiane et Joël, Marguerite Duras dit à Bernard Pivot souvent que ses textes, son écriture, c'est essentiellement de la fiction, que c'est inventé, que tout est inventé, tout est invention, c'est de la fiction mes livres, dit-elle. Alors ce rapport à la fiction, en fait, il est, on le sait, hein, vous le savez, nous le savons, donc tressé d'éléments aussi donc biographiques et d'éléments liés non seulement à l'histoire personnelle de Marguerite Duras, mais d'éléments qui sont liés à la grande histoire du XXe siècle. Et c'est tout l'intérêt aussi de votre album Duras, Christiane Lelabarère, de réinscrire l'œuvre dans le siècle, en quelque sorte. Oui. En ce qui concerne la fiction, l'autofiction, l'autobiographie, on a employé toutes sortes de termes très savants. En réalité, bien entendu, Marguerite Duras est constamment dans son œuvre. Elle est son seul personnage. Elle dit quelque part ce qui me fait pleurer, c'est moi. Donc, on ne sort pas de son moi. En même temps, si on se place du point de vue du véritable biographe qui cherche la vérité, qui interroge des témoins, on s'aperçoit qu'elle fausse constamment cette vérité pour en tirer une autre qui serait sa vérité. Et on la partage ou non. Donc elle est toujours à mi-chemin entre le vrai et le faux. Pour citer, qui est si souvent cité Aragon, c'est du mentir vrai en permanence chez Duras. Alors ce mentir vrai donc qui est tissé malgré tout donc d'éléments réels, hein, mais qu'elle travaille, qu'elle transforme. Alors dans le livre dit que vous faites paraître, Joël Pagès-Pindon, donc Duras dit abondamment qu'elle est beaucoup lue dans les années 80. Elle est beaucoup lue en France, à l'étranger. Elle parle de la Russie. Elle est lue jusqu'en Russie, donc elle en est très honorée, très flattée. Et donc elle évoque tout le travail universitaire, toutes les thèses qui lui sont consacrées, mais aussi pour démarquer son propre travail d'écrivain et son travail de cinéaste par rapport au cinéma commercial qu'elle refuse et qu'elle rejette. Comment vous situeriez donc son travail cinématographique, cette spécificité ? Alors, Duras, effectivement, avait un grand mépris et une grande méfiance pour ce qu'elle appelait le cinéma du samedi, d'où les grandes réticences qu'elle a eues pour toutes les adaptations qui ont été faites de son vivant, de son œuvre, la plus emblématique de son refus étant L'amant de Jean-Jacques Hano. Mais bon, elle avait signé le contrat avec Claude Berry, elle ne pouvait pas en dire publiquement tout le mal qu'elle en pensait. Et donc, à la place, elle a écrit L'amant de la Chine du Nord, qui est sa version de ce qu'aurait été le film de l'amant. Donc c'est vrai que sur le cinéma, elle a justement dans le monde extérieur, on le voit, elle a quelques admirations, Tati, Bresson, Dreyer, bon, mais globalement, le cinéma, ça n'est pas son cinéma pour deux raisons. D'abord parce que elle est dans l'économie de moyens, donc ça constamment dans le livre dit, elle insiste sur le fait qu'elle fait ça avec peu de techniciens, avec peu de moyens, c'est pas ce qu'elle appelle le train des milliards du cinéma du samedi ou du cinéma américain. Et puis surtout, le plus important, me semble-t-il, c'est que Duras conçoit le cinéma comme une écriture. Elle dit « j'écris sur l'image ». Donc pour elle, écrire par les textes, écrire par l'image ou sur l'image, c'est peut-être plus juste d'ailleurs de dire qu'elle écrit sur l'image, puisque on sait très bien que le plus important pour elle n'est pas tant l'image que le rapport texte-image, et la force du texte s'imposant encore mieux quand l'image n'est pas là, la fameuse image noire qui occupe dans l'Homme Atlantique plus de 20 minutes, donc la moitié du film. Donc pour elle, le cinéma, c'est encore une forme d'écriture. Donc
donc elle écrit autrement, une forme d'écriture qui est moins solitaire. C'est ce qu'elle apprécie aussi, c'est ce qu'elle dit. Dans les années 70, elle ne peut plus écrire, s'enfermer dans la solitude de l'écriture, donc elle va faire beaucoup de films. Et justement, ça, c'est une création qui la met en contact avec les autres. Et dans le livre dit, on voit bien ce côté convivial, amical des journées de tournage où elle partage tout avec les comédiens, avec les techniciens, avec sa famille, puisque tout se fait en famille et sur les lieux où elle habite en fait. Alors donc Marguerite Duras, donc il y a au centre de son œuvre la question du moi. Vous l'avez indiqué, donc Christiane Le Barrère. C'est aussi un travail de réécriture. Alors on a commencé par évoquer donc L'Amant, le texte de 84. C'est donc un nouveau style qui est proposé donc par l'auteur, mais c'est aussi une réécriture d'un autre très beau texte, magnifique texte qu'elle appréciait particulièrement elle-même. Et qui, de mon point de vue aussi, est un des plus beaux textes de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, en 1950. Oui, tout à fait. C'est une réécriture, mais avec bien des modifications sur le plan justement de l'expression. Enfin, je crois que c'est là surtout que ça change. Les faits sont les faits. L'histoire de sa mère, spoliée par l'administration, pourvue d'un terrain envahi par le Pacifique et contre lequel elle essaie de lutter en vain. Tout ça, c'est vrai, et elle le redit encore. Les rapports particuliers qu'il a liés à sa mère, puisque, on le sait, son père était mort quand elle avait 7 ans. Tout ça revient. Mais elle casse complètement la chronologie. Il n'y a pas de suivi dans L'Amant. Comme vous le disiez tout à l'heure, en commençant, c'est une image d'elle-même qu'elle donne, et une image vieillie, dont elle n'a plus honte. Elle se plaint d'avoir été toujours un peu à côté de ce qu'on attendait d'elle. C'est dans la vie matérielle, si je ne me trompe pas. Je n'ai jamais été là où je devais être. La honte recouvre ma vie. Mais arrivé à un certain âge, pourvu du prix Goncourt, et de plus en plus célèbre, elle s'accepte avec son vieillissement, d'une part. Ensuite, elle va mêler dans L'Amant beaucoup de souvenirs de notre temps, le souvenir de guerre. Par exemple, il y a des portraits de Betty Fernandez, puisqu'elle connaissait bien les Fernandez. Ils étaient voisins à rue Saint-Benoît ? Oui. C'est grâce à eux d'ailleurs. C'est grâce à eux, voilà. Exactement. C'est Ramon Fernandez qui a trouvé un appartement pour elle. Et à l'époque, elle était mariée avec Anthelme. Et c'est là qu'elle a reçu toutes sortes d'intellectuels, etc. Donc, il me semble que sur le plan de l'écriture, qu'elle veut courante, dit-elle, courant sur la crête des mots, L'Amant est très différent du barrage. Mais sur le fond, cela reste pareil. C'est vrai les que souvenirs mêlés, la thématique, disons, linéaire, enfin celle qu'on suit, même si elle est brouillée, cassée par la résurgence d'autres événements, demeure semblable. Alors changement de style dans les années 80, changement de style, mais il y a aussi donc changement donc de genre ou de médias, de médium, de support. Donc Marguerite Duras, donc elle se présente elle-même avant tout comme un écrivain, mais c'est aussi un auteur de théâtre et c'est aussi encore une fois donc un cinéaste, un grand cinéaste. Alors elle a fait ses propres films, nous le rappelions à l'instant avec Joël Pagès-Pindon. Elle a fait ses propres films dans les années 70. Elle a été très critique, vous le rappeliez Joël, donc à l'égard donc du cinéma qui a été fait à partir de ses textes, mais peut-être à une exception où il y a eu un compagnonnage heureux entre Marguerite Duras en tant que scénariste et un cinéaste, Alain Resnais. Pour Hiroshima, mon amour, oui. Oui, c'est vrai que là, ça a été vraiment une écriture parallèle. Duras pour le texte, les dialogues, et Resnais pour l'image. Et c'est vrai que ça n'est pas du coup une adaptation d'un texte préexistant, puisque ce sera 1 an après la sortie du film que Duras publiera le Hiroshima, le texte d'Hiroshima, auquel elle ajoutera d'ailleurs les annexes sur Nevers, sur des éléments finalement qui avaient contribué à sa réflexion au moment où elle écrivait
le scénario et les dialogues d'Hiroshima, mon amour. Donc là, c'est vrai, c'est l'exception d'un travail totalement en collaboration entre un cinéaste, on va dire génial, et une écriture tout aussi géniale. Ce sera finalement le seul cas de tous les textes de Duras se retrouvant filmés, en dehors évidemment de ses propres films à elle. Alors restons 2 minutes peut-être sur ce très beau film d'Alain Resnais, donc avec le scénario de Marguerite Duras, Hiroshima, mon amour. Alors donc ce film met en avant donc dans le titre une sorte d'oxymore. Hein. Hiroshima, mon amour, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il y a donc le fracas chez Duras, c'est assez fréquent, le fracas de l'histoire personnelle, hein, de cette question du moi que vous évoquiez, Christiane Loula-Barrère, et aussi de la grande histoire collective, de la grande histoire des peuples, hein, du conflit entre les nations, entre les peuples, tout au long du XXe siècle. Alors l'œuvre de Marguerite Duras est souvent donc séduisante pour ses lecteurs au regard de la question donc de l'amour, du désir, hein, des relations hommes-femmes qui sont très aiguës chez Marguerite Duras. Elle a des propos très particuliers, souvent péremptoires, hein, sur la relation entre le masculin et le féminin, encore dans le livre dit, hein, que vous faites paraître, Joël. Mais dans Hiroshima, mon amour, donc il y a quelque chose de très beau. Donc il y a donc à la fois le souvenir d'un amour qui a conduit donc la jeune femme de Nevers à être enfermée dans la cave de la pharmacie des parents à Nevers. Et puis il y a cette rencontre d'un autre amour au Japon, donc en Asie, où cette femme explore donc son nouvel amant avec à l'esprit le souvenir du jeune Allemand qu'elle avait rencontré pendant la guerre. Oui, vous-même avez travaillé ce thème de l'histoire. Donc vous êtes spécialiste de l'histoire avec un grand H, je dirais, tel qu'il apparaît chez Marguerite Duras. Les reflets de l'histoire sont incontournables, pour employer un mot bien banal, mais elle accole toujours à l'histoire publique un événement personnel. Elle ne peut pas s'empêcher de s'approprier l'histoire. Pardonnez-moi. Et donc, il se trouve que dans Hiroshima, mon amour, dont le titre est effectivement un oxymore, il y a une entente admirable entre elle et Resnais. Resnais étant déjà l'auteur de documentaires, surtout de Nuit et Brouillard en particulier, pouvait apporter une certaine caution sur le plan historique, avec un grand H, je répète, là, cette fois-ci. Et puis, elle a y mêlé une histoire passionnelle. Et je crois que ça a choqué beaucoup de monde. Beaucoup. Il y a eu des surprises, des effarements. Comment pouvait-on rapprocher l'horreur d'Hiroshima et la douleur d'un amour oublié, puis retrouvé? Mais qu'est-ce donc que ces amours qu'on oublie? Ont-ils un quelconque sens? Voilà. Donc je crois que là, c'est à mes yeux le plus beau film auquel elle a participé. Oui, moi il me semble que justement, je suis tout à fait d'accord, que en fait on voit là dans cette juxtaposition de la grande histoire et puis de l'histoire personnelle, il me semble qu'il y a là quelque chose une expérience philosophique chez Duras, parce qu'après tout, il n'y a pas d'objectivité. Raconter l'histoire de façon objective, est-ce possible? Non, ça passe toujours par un sujet. Et évidemment, Duras, elle amplifie cette expérience du sujet qui se fait par le biais d'histoires singulières, passionnelles, etc. Et ça permet d'accéder à la grande histoire. C'est une sorte d'expérience presque existentielle, cette idée qu'on vit la grande histoire à travers une histoire individuelle et personnelle. C'est ce qu'elle fera d'ailleurs
avec la série des Aurélia Steiner plus tard, où là, elle prendra comme motif, point de départ, la Shoah. Donc il est tout aussi choquant pour des esprits un peu étroits de rapprocher l'histoire d'une petite fille et l'horreur que fut la Shoah, et puis Hiroshima et les millions de victimes avec un amour d'autrefois. Mais moi je crois au contraire que elle veut nous faire comprendre ceci, c'est que toute l'histoire qui semble loin de nous, en fait, ne peut passer qu'à travers nous. Et c'est nous qui en jugeons, à tort ou à raison. Mais elle influence considérablement les degrés divers et objectifs de l'histoire. Vous devez le savoir mieux que moi, Stéphane, pour tordre l'histoire et la ramener encore une fois à ce motif du désir, de l'amour, etc. Mais l'histoire, elle est presque constamment au cœur de son œuvre. D'ailleurs, vous l'avez montré. Alors le XXe siècle, effectivement, et puis par-delà le XXe siècle, aussi l'histoire universelle. Alors il y a un très beau court-métrage aussi de Marguerite Duras, les mains négatives. Donc vous l'évoquez dans l'album Duras, Christiane de Barrère. Donc les mains négatives, justement, donc c'est un très beau poème qui est dit par l'auteur lui-même, Marguerite Duras elle-même. Donc elle dit ce très beau poème. Donc pour une humanité, pour une humanité à la fois donc qui traverse les siècles, mais qu'elle filme au présent dans les rues de Paris. Donc dans cette fin du XXe siècle, où la caméra de Marguerite Duras donc file le long de la rue de Rivoli, du boulevard des Italiens, pour filmer les plus humbles d'entre nous, donc les travailleurs immigrés qui travaillent à Paris et qui se lèvent tôt pour donc nettoyer les rues, ou alors les femmes de ménage qui travaillent dans les banques avant que les employés viennent prendre la place avec les clients. Pardon de vous couper la parole, ça me paraît extrêmement important ce que vous dites, parce que aux yeux de beaucoup de lecteurs, plus ou moins informés, elle apparaît comme un auteur intellectuel, cérébral. Et je crois qu'elle est tout le contraire. Et je vais citer quelqu'un qui, lui, n'a pas peur des mots ni des faits, et qui est Gérard Depardieu. Et dans Les Lettres volées, il lui écrit « Margot », c'est ainsi qu'ils s'appelaient les uns les autres, surtout durant les films, « Tu n'es pas, je cite de mémoire, cérébrale, tu n'es pas une intellectuelle, tu es un chef de gang ». Et j'aime beaucoup cette expression, tu es un chef de gang, parce que elle se vivait ainsi bien davantage que comme une intellectuelle éthérée qu'on a fait d'elle. Et là, il faut dire que l'université a joué un rôle qui s'est un peu retourné contre elle, ce qui fait qu'à la fin, elle n'aimait plus du tout les livres qu'on écrivait sur elle, pour lesquels nous nous fatiguions pourtant tous les uns et les autres. Elle n'aimait pas que l'on soit trop, entre guillemets, universitaire. Et elle disait, mes livres sont plus faciles que tous ceux qu'on écrit sur moi, qui est beaucoup plus ennuyeux, plus difficile. Mais c'est vrai qu'elle a toujours eu une réticence face au discours théorique. Elle pense que le discours théorique, c'est le propre du masculin, la maladie de la virilité, la maladie de la théorie, et elle détestait la théorie. Mais il me semble en même temps qu'elle a beaucoup... c'est un maître à penser par beaucoup d'aspects. On parlait de l'histoire, son rapport à l'histoire, son rapport au vécu, son rapport à la politique, etc. Mais tout ça passe par un autre discours que le discours théorique qu'elle rejette effectivement comme un terrorisme finalement. Je crois que c'est ce qu'elle appelait elle-même, je suis sûre, l'écriture organique. C'est-à-dire que tout passe par le corps. Et c'est ce qui devrait la rendre, à mon sens, c'est en tout cas ce que j'ai essayé de montrer dans l'album, accessible à un plus grand public, à la condition de se laisser emporter, de se laisser aller,
de ne pas considérer son œuvre, du moins dans un premier temps. Après, chacun l'étudie à sa façon. Je n'ai rien contre les universitaires, dont nous faisons tous partie, évidemment. Mais je crois qu'il y a une autre manière d'aborder Duras, et qui est de se laisser prendre, exactement comme on se laisse prendre par un morceau de musique. Aussi banal soit-il, aussi admirable soit-il, comment se laisse prendre par un poème de 4 sous ou par un poème très élaboré. Voilà. Donc, se laisser aller beaucoup plus au lieu de se figer dans les raies du raisonnement, je dirais, qui est une mauvaise manière de l'aborder, parce qu'elle se moque de tout, en particulier de la logique des idées reçues, des comportements convenus. Et donc, si on n'est pas prêt soi-même à oublier ses a priori, il me semble qu'on manque quelque chose. Tandis que si on accepte de se laisser aller, on prend, sans forcément vouloir comprendre, tout va bien. Et donner elle-même ce conseil, il faut s'avancer seul vers le continent de la lecture. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire les autres livres et ne pas se renseigner, etc., bien entendu. Mais ce qu'il faut dire qu'à un moment, il vaut mieux s'abandonner. Et qu'un jour, peut-être, dit-elle, on viendra ou on ne viendra pas vers mon œuvre. Et c'est exactement ce qui se passe, me semble-t-il. Mais pour aller dans le sens de ce que vous disiez, Christiane, je crois que si on regarde finalement ce qu'on a constaté, Duras a disparu en 96 et il n'y a pas eu de purgatoire. Et quand on regarde là l'actualité de la scène théâtrale, c'est absolument fascinant de voir comment tous azimuts, si je puis dire, toutes sortes de textes qui n'étaient pas a priori destinés pour la scène, sont mis en voix, sont présentés sur une scène, parce qu'il y a justement ce rapport que vous disiez d'immédiateté avec une écriture qui parle à beaucoup, et le théâtre, le spectacle théâtral montre bien cette relation qui ne serait guère possible avec d'autres écritures, d'autres œuvres, en tout cas pas de cette façon-là aussi importante, parce que là c'est quand même incroyable de voir comme elle occupe la scène théâtrale. Alors, actualité de Marguerite Duras, donc autour de ce travail proposé avec Gilles Philippe, les 4 volumes de la Pléiade, plus l'album Duras de Christiane Bloch-Labarrère et le livre dit Entretien de Duras Film, que vous avez donc préfacé Joël Pagès-Pindon. Actualité de Marguerite Duras, vous le soulignez, mais actualité de Duras donc par le théâtre. C'est vrai qu'il y a une belle actualité de Duras autour du théâtre cette saison à Paris, mais tout au long des années 2000, il y a eu cette actualité autour de l'œuvre de Marguerite Duras. Et moi, j'avais été particulièrement frappé par justement donc le devenir théâtral de ce très beau texte que vous connaissez très bien, Christiane, la pluie d'été, la pluie d'été, donc qui a été admirablement mis en scène par Éric Vignier dans les années 2000, en 2007 notamment à Avignon. Et puis il y a eu aussi un autre travail autour de la pluie d'été à la Comédie Française, au Vieux Colombier. Oui, donc je suis en train d'oublier aussi le nom du metteur en scène. C'était aussi un très très beau travail. Alors peut-être 2 mots sur ce texte, et après je voudrais qu'on revienne sur la question du cinéma, puisque Christiane a évoqué donc la belle figure de Gérard Depardieu, et qu'on parle un petit peu de ce compagnonnage entre Duras et Depardieu autour du film Le Camion. Mais d'abord donc 2 mots peut-être sur ce texte que vous connaissez bien, que vous avez donc présenté aussi dans le 4e volume de la Pléiade, Christiane, la pluie d'été. Est-ce que pour nos auditeurs, vous voudriez resituer un peu le contenu du livre, l'histoire, la très belle histoire qui réécrit d'abord un livre pour enfants des années 70, 71. Voilà, on parle d'un personnage qui s'appelle Ernesto, en hommage, a-t-elle dit clairement, à Che Guevara, dont elle prend le prénom, et qui la fascine. Elle s'est rendue à Cuba avec un certain nombre d'intellectuels. Et quand elle revient, elle a envie d'écrire ce texte. Et ce texte tourne autour d'un petit garçon qui, la phrase la plus célèbre, est sans cesse répétée, et ne veut pas aller à l'école parce qu'on lui apprend des choses qu'il ne sait pas. Alors, que veut dire cette phrase bien compliquée ? Simplement qu'il faut savoir par soi-même, que le savoir, que ce qu'on devine par l'intuition, par la misère, par les circonstances de notre vie, toutes différentes, sont bien plus importantes à ses yeux que
ce qu'on vous enseigne. Donc, qui vient de l'extérieur. Vous voyez qu'on est toujours amené vers l'intérieur, vers le soi. Et donc, ce petit garçon fait la grande surprise de ses parents lorsqu'il décrète qu'il ne retournera pas à l'école, etc., ce que je viens de dire. Parents qui sont des immigrés, qui vivent à Vitry, avec une mère extraordinaire qui est slave, grosso modo, on ne sait pas très bien, c'est flou, et le père qui est italien. Et dans cette vie assez pauvre, naturellement, où ils sont obligés d'avoir à faire appel à des secours, ce qu'on appellerait le secours populaire, ou des espèces de, je dirais, restaurants du cœur, etc. Donc ils sont assez malheureux. Peu à peu, grâce à l'intelligence extrême de ce Ernesto, qui a tout compris, le roman s'élève vers des profondeurs, à mon avis, métaphysiques. Je ne veux pas du tout aborder la question du rapport de Marguerite Duras à Dieu, parce qu'il est beaucoup trop compliqué, et je ne sais même pas, elle n'y croyait pas en tout cas, mais n'empêche que, en s'appuyant sur, en particulier sur le livre de Coëlette, c'est-à-dire dans la Bible, l'Ecclésiaste, elle reprend sans cesse sous des formes différentes, vanité des vanités, tout n'est que vanité, poursuite du vent. Donc, à partir de moments très amusants, où on rit beaucoup, on débouche sur des perspectives tout à fait autres et tout à fait sérieuses. Et là, je voudrais de tout cœur féliciter Éric et Bénédicte Vignier, sa sœur, qui lui a fait connaître le livre, d'avoir si magnifiquement monté La pluie d'été, parce que j'y étais avec des personnes qui n'aimaient pas Duras et qui sont sorties éblouies, partagées entre le rire, cet instituteur extraordinaire qui tout d'un coup se met à chanter Allô, maman, Bobo d'Alain Souchon, car Marguerite Duras aimait beaucoup la musique populaire et courante et fréquente, enfin normale, je dirais, pas uniquement les auteurs les plus chevronnés. Et bref, avec tout ça, ce livre pour moi est admirable. Alors, il ne fait pas l'unanimité. D'autres préfèrent d'autres œuvres peut-être plus rigoureuses, parce que là, ça va un peu dans tous les sens. Et il y a ce parler extraordinaire, des mots inventés, un langage complètement cassé, brisé, comme on parle, comme nous parlons dans la rue ou dans des moments où nous n'avons pas à tenir un discours organisé et important. Donc, ça me paraît très proche de nous, ce livre. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Alors Christiane Loula-Barrère, vous avez insisté donc sur l'aspect sensible du travail de Marguerite Duras et sur cette perspective justement donc corporelle, matérielle de l'inscription donc de l'auteur dans son œuvre autant que dans son époque et dans son rapport à ses contemporains. Et là, vous saluez le travail d'un autre artiste, d'un metteur en scène, donc Éric Vignier. Alors Joël, vous aviez vu aussi cette représentation La pluie d'été à Avignon? J'avais vu une captation filmée de la pièce d'Éric Vignier, mais ça a été filmé en effet. Il y a eu tout un film. Mais je ne l'ai vu que sous forme de captation. Mais c'est vrai que c'est un magnifique travail sur ce texte particulier, enfin qui mêle en effet des registres, des thématiques différentes. Mais bon, alors moi je reviens un peu à une thématique qui m'a passionnée, puisque c'est celle de l'inceste et qu'on a dans Agatha. On la retrouve aussi dans La pluie d'été, puisque entre Ernesto et Jeanne. Voilà, il y a cet amour. Le brother et la sister. Voilà, entre deux, c'est un amour à la fois impossible, absolu et tragique. Et voilà, et cette thématique-là aussi me semble, elle dit un frère et une sœur, c'est un corps séparé en deux. Enfin, ça me semble très très beau, cette réflexion sur. Il ne s'agit pas de savoir si elle-même a vécu un inceste réel ou non avec son frère, mais cette symbolique du frère et de la sœur qui ne forment qu'un corps, et c'est très beau, et on retrouve aussi dans La pluie d'été. Effectivement, il y a cette question de l'amour fraternel, de l'inceste, à la fois dans votre album, Christiane Loula-Barrère, l'album Duras pour les éditions de la Pléiade, et dans votre livre, Joël Pagès-Pindon, que vous préfacez, le livre dit de Marguerite Duras, Entretien de Duras film, cette question de l'inceste. Christiane? Mais dès les premiers livres, Les Impudents et La vie tranquille en particulier, il y a un amour fou entre un frère et sa sœur. Alors, que dire ?
Nous n'étions pas là, personne n'a le droit d'affirmer, me semble-t-il, qu'il y eut un inceste consommé avec l'un ou l'autre de ses frères, parce que là aussi c'est très compliqué. Il y avait quand même une admiration pour celui qu'elle appelle le frère voyou, qui vole, qui fouille dans les armoires, qui est opiomane, qui n'a pas une vie très rangée, très organisée. Et puis le petit frère, celui qui est mort très jeune, il n'avait pas 30 ans, et qu'elle adorait, bien qu'elle ait été la troisième. C'est les deux frères la précédée. Mais elle distingue quand même le grand frère, l'aîné, le cadet, le petit frère, puis elle-même. Alors, moi je crois qu'il faut aller au-delà. Je ne sais pas ce que pense Joëlle, elle dira ce qu'elle en pense. Il faut aller au-delà de cette histoire de consommation ou non-consommation, même si la consommation apparaît dans L'amant de la Chine du Nord, si je ne me trompe pas, et dans La pluie d'été. Mais non, point dans Agatha. Donc, pourquoi a-t-elle choisi cela? Mais en tout cas, ce qui est sûr, à mon avis, c'est un point capital parce que c'est apparent dès les premiers livres. Alors, on est dans les années 40. Vraiment, il faut beaucoup de constance pour jusqu'en 90, 50 ans plus tard, enfin, continuer à parler de ça. Je pense qu'elle a eu des relations très privilégiées avec ses frères, qui ont été les premiers hommes qui l'ont entourée, et remplaçant d'une certaine façon l'absence du père, je crois qu'on peut l'interpréter comme ça. Maintenant, entrer dans des détails plus ou moins d'ordre moral, ce qui me paraît imbécile, parce que lire Marguerite Duras avec des raisons morales me paraît vraiment être une erreur profonde. Il n'y a pas à la juger sur ce plan-là. Elle a une morale d'écrivain, c'est tout. Et d'autre part, pour connaître une vérité que nous ne connaîtrons jamais, non. Voilà, mais je suis d'accord avec Joëlle, c'est un point capital. Extrêmement et avec important. vous. Alors ce qui compte effectivement, Christiane et Joëlle, c'est l'œuvre de Marguerite Duras. Alors peut-être puisque nous arrivons bientôt donc à la fin de cette émission, peut-être deux mots donc sur le rapport que vous avez donc évoqué, Christiane, entre Marguerite Duras et Gérard Depardieu. Alors donc elle a fait tourner dans un de ses courts-métrages Gérard Depardieu. Donc plus que ça. Dans plusieurs, effectivement. Il y avait aussi Nathalie Granger, je pensais à l'instant au camion, et La femme du Gange. Alors, vous voulez nous parler un peu du rapport entre ce grand comédien et ce grand écrivain ? Voilà, enfin, déjà, Joëlle. moi, je pense qu'on vérifie dans la relation que Duras a eue avec Depardieu, et il lui rend hommage, comme le disait Christiane, dans les lettres volées, dans la lettre à Duras. Elle avait su reconnaître très tôt le caractère génial, particulier de ce comédien qu'était Gérard Depardieu, puisque c'est elle qui va lui donner son premier rôle au cinéma, avec La femme du Gange. Bon, donc ensuite, Nathalie Granger, la même année, 72. Dans Nathalie Granger, il y a un monologue absolument hallucinant où Gérard Depardieu est un vendeur de machines à laver. Il est sous le regard de deux femmes qui sont dans la maison de Naufle et auxquelles il essaie d'expliquer qu'il faut qu'elles achètent une machine à laver Vendetta Tambour. Et c'est un morceau d'anthologie. Les deux femmes, Lucia Bosé et Jeanne Moreau, ne disent rien, le regardent. Et on a Gérard Depardieu, en comédien génial, qui est là, qui parle, qui sent très bien tout ce qu'il y a derrière ce regard de ces deux femmes, tout ce qu'elles pensent, et qui continue à faire son boniment. C'est vraiment un morceau d'anthologie. Et puis ensuite, il y aura évidemment Le Camion en 77, où là, c'est le rôle principal aux côtés de Duras elle-même avec Depardieu dans ce camion. Moi, je pense que les rapports ont été aussi, comme souvent, par moments un peu conflictuels. Il y a eu des moments où Depardieu en a sans doute un peu voulu à Duras. Duras dit, mais c'est un analphabète. Dans le camion, il est là, il arrive à peine à lire le texte, mais en même temps, il est génial. Et c'est une relation passionnelle, comme Duras en a eu beaucoup, y compris avec d'autres de ses comédiens. Et je crois que encore maintenant, Depardieu lui rend hommage parce que Duras, ça a été quelqu'un d'important pour lui, pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan humain. Alors le camion, donc c'est Duras qui joue donc le rôle donc d'une femme qui fait du stop et qui est prise donc en autostop par un chauffeur de
de poids lourd. Hein. Oui, Et puis donc et c'est l'occasion aussi donc de dire une certaine forme de désespoir politique, hein. Le désespoir donc lié donc au flirt avec le communisme, hein, Duras, Antel, Mascolo. Donc cette femme donc dans ce camion dit ce désespoir, et donc on s'achemine progressivement effectivement vers une forme d'apolitisme qui nous conduira vers les années 80 de Marguerite Duras, et vers justement cette question de Dieu, hein, plus métaphysique, et plus particulièrement de cette absence de Dieu, hein, qu'elle martèle, mais qu'elle martèle avec une telle insistance que ça en devient quasiment mystique, mais assez beau aussi en même temps. Oui, il y a cette tendance mystique chez elle, et je pense, pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez, que en ce qui concerne le communisme, ça a été surtout pour elle un immense espoir déçu. Elle s'y est inscrite donc à la fin de la guerre, et puis quand elle a compris qu'il fallait se soumettre à toutes sortes de règles et de théories, là encore, elle ne l'a plus accepté. Mais elle ne s'est jamais guérie de cet espoir qu'elle avait mis, et c'est ce qu'elle essaie d'expliquer en disant « je me suis trompée, mais tant pis, c'était quand même une magnifique erreur », dit-elle à Depardieu, donc le chauffeur du camion, qui joue le rôle d'un être qui n'est pas qui comprend pas très vite tout de suite, mais qu'elle entraîne peu à peu à comprendre. Et un mot, je voudrais dire encore, dont on n'a pas parlé du tout, c'est qu'elle peut être très drôle, Marguerite Duras. Il y a un humour qu'évidemment les gens qui ne la connaissent pas, qui ne sont jamais penchés sur elle, oublient. Elle peut être drôle tout en vous menant vers des vérités graves, je crois. Mais elle dit « je suis communiste de cœur » et jusqu'à la fin, elle a ce communisme de cœur après un rejet extrêmement violent du PCF. Donc elle sépare tout à fait un parti communiste de ce qu'elle appelle un communisme de cœur qui l'habite jusqu'à la fin. Merci Joël Pagès-Pindon, merci Christiane Lolabarère de nous avoir accompagnés ce matin à Court-Circuit. Je rappelle que vous êtes toutes les deux donc coéditrices avec Gilles Philippe des éditions Gallimard, La Pléiade pour Marguerite Duras. Et puis pour vous, Christiane Lolabarère, vous avez donc aussi fait paraître l'album Duras qui accompagne ces 4 volumes de La Pléiade. Et vous, Joël Pagès-Pindon, vous avez préfacé Marguerite Duras, le livre dit Entretien de Duras Film, également aux éditions Gallimard. Merci à vous.